Nous sommes mardi 2 mars 2021, deuxième numéro de nos Pinden pour le compte de cette semaine, deuxième numéro également pour le compte de ce troisième mois de l'année 2021. Mesdames et messieurs, nos Pinden, j'espère que vous vous portez très bien. Comme toujours, nous sommes très ravis, Jennifer et moi, de vous savoir toujours au rendez-vous de cette belle malade matinale. Échange et bonne humeur sont encore au rendez-vous, n'est-ce pas, Jennifer Esmeralda Sativi? Tout à fait, Roch. Aurélien Akwe, nous nos Pinden déjà à vous. D'accord, et nos Pinden également à nos amis téléspectateurs. Vous l'avez si bien dit, à chaque fois, c'est un plaisir de passer ces 90 minutes avec vous. La bonne humeur est au rendez-vous, bien évidemment, mais également un sujet très intéressant. Vous le savez, les mardis, nous parlons éducation, Roch. Oui, tout à fait. Les mardis, nous parlons éducation. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez important. Parlant d'éducation, l'un des vices qui semble s'installer dans nos établissements scolaires de plus en plus, c'est la tricherie. Elle tend même à être banalisée, tellement plusieurs s'y adonnent parfois avec l'indifférence, voire la complicité de certains enseignants et de certains surveillants des établissements scolaires, ce qui n'est pas sans conséquences. Quelles peuvent être ces conséquences? Est-ce que cela n'émousse pas les ardeurs des vrais travailleurs des classes? Eh bien, nous allons faire le débat avec nos invités qui vont nous rejoindre dans quelques minutes sur ce plateau. Exactement, et les conséquences se révèlent à plusieurs niveaux, vous le savez très bien, mais surtout, quelles peuvent être ces conséquences-là sur l'excellence? Nous aurons la réponse dans quelques instants, mais avant, Roch. Oui, comme d'habitude, nous allons installer nos téléspectateurs avec ces merveilles du Bénin. Nous allons faire découvrir l'une des belles villes du Bénin. Nous allons à Segbana. Voilà, nous vous avons fait voyager sur Segbana. Vous avez pu voir les belles routes qui mènent à Segbana, cette belle ville du Bénin se situant dans le septentrion. Jennifer Sativi. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, grâce à cette vidéo, grâce aux merveilles du Bénin, nous avons pu le découvrir ensemble. Vous savez, c'est une très belle ville parce que quand on en parle, quand on dit Segbana tout de suite, on ne pense pas toujours à l'aspect touristique, mais plutôt à l'histoire et tout. Donc, on est bien content que ce soit assez intéressant. Absolument. Même si on y va, eh bien, il y a une partie de l'histoire du Bénin qui s'est écrite à Segbana. On vous la racontera. On vous racontera l'histoire de cette prison célèbre qui était érigée à Segbana. Eh bien, vous aurez toute cette histoire. En tout cas, faites le déplacement. Vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Et
Mais je vous assure, vous ne serez pas déçus également d'avoir choisi ce programme matinal parce que lui, il a fait le programme, pour ne pas dire, il a fait le serment de vous faire rire ce matin jusqu'à tomber à la renverse. Jennifer Sativi, n'est-ce pas ce qu'il nous a dit tout à l'heure? C'est ce qu'il nous a dit et je compte sur lui. Enfin, le connaissez un peu. Voilà, vous le connaissez un peu. Jean-Louis Kedayi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien. Super bien. Ah oui, ça se voit, hein? N'est-ce pas? Vous pétez la forme, là. Ah ben ouais, je pète tout en même temps. C'est vrai que vous avez pris un rendez-vous, vous êtes déjà en direct avec les téléspectateurs qui veulent bien démarrer leur journée dans la beauté, dans la bonne humeur. Vous êtes là pour nous faire rigoler ce matin. Oui, et surtout que nous sommes au début du mois. Il faut, oui. Moi, je le dis, il faut toujours rire. Tous les matins, il faut rire. Quand on rit tous les matins, il y a beaucoup de maladies, on les évite comme ça. Le rire, c'est le sérum inventé pour se sauver de la maladie de l'angoisse. Ah bon, maladie de l'angoisse. Maladie de l'angoisse, maladie même de pauvreté. Oui. Ah bon? Ah oui, parce que quand tu ris bien, même si tu as faim, tu ne sens plus que tu as faim. Oui. Voilà. Quand tu ris bien, la pauvreté te fuit même. La pauvreté te fuit. La pauvreté dit, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas trop. Celui qui rit, c'est parce que tu es riche que tu ris. Voilà. Rire, riche, il y a RR. Ça commence par RR, tu vois. D'accord. Sans oublier le I. Voilà. Vous avez compris, hein? Il faut beaucoup rire. En tout cas, beaucoup. Ça chasse la pauvreté, ça chasse l'angoisse, ça chasse encore quoi? Le stress. Le stress, ça chasse beaucoup de choses. Voilà. Et voilà, parlant de ça, je vais vous raconter une histoire. D'accord. Une histoire qui existait depuis, même avant la naissance de Jésus-Christ. Et qui continue d'exister, qui va exister encore des milliers d'années. On me l'a raconté, je le vis et vous le vivez tout le temps. Ah bon? Vous savez, il y a très très longtemps, Jésus-Christ comme notre sauveur pour certains, tout ce que nous voulons pour d'autres. Tout à fait. Et la mort étaient des amis. Quoi? C'est ce que vous ne saviez pas. Jésus-Christ et la mort étaient des amis. Oui, ils étaient des vrais amis. Et ils étaient là, ils étaient en train de faire une fête. Quand un jour, la mort est venue, il a dit à Jésus, ben, tu sais, demain, moi, je vais sur la terre, là, je vais chercher 500 personnes. Je vais tuer 500 personnes. Il dit, où? Il dit, oui, je vais directement en Afghanistan, je vais tuer 500 personnes. Et Jésus lui dit, ok, vas-y, demain, vas-y, mais tue 500 personnes. Ne dépasse pas 500. Et la mort dit, je te promets, je ne dépasserai pas 500. Le lendemain, la mort est partie en Afghanistan. La mort a tué et la mort est revenue voir Jésus. Jésus est en train de prendre son petit café un beau matin comme ça. Il prend son petit café là et la mort est venue. Il dit, ben, tu as bien fait le boulot. Il dit, oui, j'ai fini. La mort a dit à Jésus, j'ai fini, j'ai tué les 500 personnes et je suis revenu. Jésus dit, ben, bravo, félicitations, tu as respecté la clause. Ils allument la télé, comme on allume la télé ce matin pour voir nos pidèmes. Ils allument la télé, on informe qu'en Afghanistan, il y a eu 1500 morts. Oh là là. C'était exactement la réaction de Jésus. Oh là là, dis donc. Et Jésus lui dit, mais comment la mort revient? Tu m'as dit 500 morts, mais pourquoi tu es allé à 1500? La mort dit, j'ai dit 500 morts et j'ai tué exactement 500 morts. Et Jésus dit, mais et les 1000 personnes là? Le journaliste vient de dire 1500 et les 1000 personnes. Et la mort de dit, oui. Moi, je suis venu, j'ai tué 500 personnes, mais quand les gens ont appris que la mort arrive, d'autres ont pris par les fenêtres, d'autres ont pris par les étages. Donc, à travers la peur qu'ils avaient, les gens se sont tués eux-mêmes. Oh là 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 là. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a eu 1000 personnes de plus. C'est pour dire simplement que la peur tue plus que la mort elle-même. C'est ça. Mais Jésus n'a jamais tué. Jésus, même si vous êtes pécheur et que vous vous repentez, Jésus, il vous accepte. Il est là, la preuve, il a dit à la mort, va faire ton travail, moi je suis là. Tu reviens, mais tu respectes ce que tu as dit. C'est un contrat signé. D'accord. Et il y a une autre blague que vous voulez nous partager avec nous? Les blagues, il n'y en manque pas. Il n'y en manque pas. Voilà. Vous voulez une autre blague? Bien sûr. Cette blague, je vais vous dire, vous savez que dans la vie, il y a 3 formes de race. Nous avons les blancs, nous avons les noirs. Il fallait commencer par là. Et nous avons les jaunes. Les jaunes. Voilà. Vous savez pourquoi on est devenu noirs? Parce que l'histoire a raconté que nous sommes tous les mêmes.
il n'y avait pas de différence de couleur. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a eu un moment où il y a eu... que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Voilà, c'est pas été, il est toujours le berceau de l'humanité. Jusqu'à là où nous parlons. Tout le monde est censé être noir. Normalement. Mais pourquoi les choses, il y a des blancs, il y a des jaunes. Vous savez, il y a un temps, quand ils étaient tous ensemble, il y avait eu un moment où il y avait la pauvreté. La pauvreté était venue à un niveau extrême. Et il y avait 3 représentants, 3 hommes qui ont décidé d'aller rencontrer Dieu. Et allant rencontrer Dieu, ils ont rencontré Dieu. Dieu leur a donné chacune une statuette. Il a dit, arrivez au seuil de votre portail, mettez la statuette dans le feu, vous allez attendre 15 minutes. Et 15 minutes après, vous allez sortir la statuette, votre problème sera réglé. Vous imaginez la suite? Le noir a certainement dû laisser sa statuette. L'autre a fait 15 minutes pile poil, l'autre était là 10 minutes déjà, il a fait, on a eu la naissance de la race jaune. C'est pourquoi les jaunes ils sont souvent à l'heure, même ils sont là même avant l'heure. Le blanc, il a attendu 15 minutes pile poil, comme Dieu a dit, il a fait sortir, voilà. Il est à l'heure. Le noir, il a attendu 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Et c'est pourquoi il est devenu tout noir. Il est tout noir et c'est pourquoi le noir, nous on n'attend pas le temps, c'est le temps qui court derrière nous. D'accord, merci beaucoup Jean-Luc Kedayi. Merci. Merci d'être passé dans cette émission. Nous allons vous souhaiter très bonne journée. Merci. Voilà. Alors Jennifer, après Jean-Louis Kedayi, nous allons passer à la partie danse, à la partie danse. Et c'est une danse que vous allez aimer particulièrement. C'est vrai? Oui, particulièrement. Ça, je vous le promets. Bon, d'accord, je vais voir, puisque c'est vous qui me réservez cette surprise sur ce plateau. Nous allons voir si je vais aimer, si vous aussi vous allez aimer. En tout cas, cela va se sentir tout à l'heure. Le clip du jour.
Mon animateur. Oh, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, nous avons aimé. On a beaucoup dansé par ici, dans ce studio et sur ce plateau. En tout cas, ce n'est que partie remise. Vous aurez le temps de nous voir à la fin de cette émission, n'est-ce pas, Jennifer? À coup sûr. Vous allez danser du zéli. Oui, je vais danser c'est du zéli. Du zéli de chez vous. Absolument. Voilà, donc, ne vous en faites pas. Et vous avez vu comment les femmes sont habillées? Oui, vous avez pris le soin de me préciser que ce sont des princesses, justement. Donc je n'ai pas oublié. En tout cas, merci à Lady J pour ce beau clip qu'elle nous a offert ce matin. On va retrouver ce clip donc à la fin de cette émission. C'est avec ça que nous allons clôturer d'ailleurs cette émission. Mais avant tout ça, mesdames et messieurs, on parlait de la tricherie qui semble s'installer dans nos établissements scolaires. Quelles peuvent être ses conséquences? Eh bien, nous en parlons dans cette émission et juste après cette transition. Vous invitez Jennifer Sativi, ils sont déjà sur ce plateau? Tout à fait. Donc, la tricherie en milieu scolaire, quelle menace? Est-ce une menace pour l'excellence? Nous avons sur ce plateau une ancienne élève. Vous êtes aujourd'hui étudiante, Fifa Megalonou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes étudiante à l'École normale supérieure de Porto Novo. Oui. Donc, vous êtes une enseignante en devenir. Tout à fait. OK, nous avons également un enseignant à proprement parler sur le plateau. C'est M. Edi Koto. Bonjour. Edi Kami Koto. Edi Kami Koto, bonjour. Psychopédagogue enseignant. Ah d'accord, donc voilà, vous avez les deux casquettes et vous êtes sur le plateau en tant qu'enseignant justement. Donc merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci, c'est un plaisir. Merci. Donc Roch, nous aurons également un inspecteur pédagogique au téléphone. Tout à fait. C'est Monsieur Gbededji, Eugène Gbededji. Oui, Monsieur Gbededji sera au téléphone dans une trentaine de minutes. Alors FIFA Megalonou, vous avez été récemment encore, vous étiez encore sur les bancs. Vous n'êtes pas étrangère à ce sujet dont nous parlons aujourd'hui, la tricherie. Je ne dis pas que c'est vous qui le faites, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de l'avoir fait une fois? Bon, oui, c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé à tous les élèves. Après, c'est peut-être le contexte et les motivations qui diffèrent. Ah bon, le contexte. Alors, dites-moi, dans quel contexte on peut tricher? Bon, on peut tricher à l'école comme...
ce dont parle le thème que nous abordons aujourd'hui. Oui. Et aussi, bon, avec les frères et sœurs dans les jeux, dans l'administration, à l'école. On peut tricher un peu partout. Moi, il m'est personnellement arrivé de tricher dans mes jeux avec mes sœurs. Dans les jeux, maintenant ici, nous parlons de l'école. Nous parlons des évaluations. Lors des évaluations, interrogations, devoirs, est-ce qu'il vous est arrivé de préparer des cartouches ou bien de faire une tricherie en défense ou bien comment vous appelez ça déjà? Non. Tricher et avoir des cartouches, non. Ça ne m'est pas arrivé. D'accord, mais vous savez qu'il y a vos camarades qui ont eu à tricher. Quelles sont justement les formes de tricherie auxquelles vous avez, ou bien que vous avez vues pendant que vous étiez encore sur les bancs du secondaire? Bon, au secondaire, j'ai surtout remarqué 2 types de tricherie qui dominent. C'est la tricherie qui consiste à avoir sur soi des cartouches, comme on dit, et aussi celle qui consiste à communiquer avec son voisin de table. Ce sont les 2 moyens de tricherie dont les élèves se servent le plus, d'après ce que j'ai remarqué. À part ça, il y a aussi la tricherie en complicité avec les professeurs. Ah bon? Oui. Il y a souvent des élèves qui se font encadrer par des professeurs qui les suivent déjà à l'école et qui donc participent parfois à proposer des épreuves. Et ces professeurs-là, dans le contexte des répétitions à la maison, amènent les épreuves, les élèves traitent. Après, il suffit de bûcher, de venir déverser sur la copie. Il y a aussi des fois où le professeur pendant les devoirs, il peut y avoir un professeur ou un surveillant qui ne fait pas partie du corps enseignant. Il arrive aussi que le surveillant souffle quelques réponses aux candidats ou aux élèves. Ça arrive fréquemment. Monsieur Koto, vous avez un peu écouté, on a l'impression que la tricherie aujourd'hui tend à se normaliser, et même avec la complicité de certains surveillants, de certains répétiteurs. Déjà, est-ce que vous avez connaissance du phénomène? Merci. Dire aujourd'hui qu'on n'a pas connaissance de la tricherie, c'est ne pas exister. Parce que la tricherie, elle fait partie de notre monde. Et quand nous revenons en milieu scolaire, c'est quand même flagrant aujourd'hui. C'est évident que de plus en plus, les élèves s'adonnent à la tricherie. Les professeurs, oui, parfois servent d'intermédiaires. Et les différentes formes de tricherie qu'elle vient d'énumérer, je pense que c'est quand même ce à quoi nous assistons le plus, et affirmer aujourd'hui que la tricherie n'existe pas en milieu scolaire et même en milieu universitaire, c'est se leurrer, quoi. Ça existe bel et bien. Et aujourd'hui, il faut avouer que cela prend de plus en plus des proportions inquiétantes, parce que, il faut le dire aussi, vous savez, malheureusement, notre système éducatif ne forme plus forcément des jeunes dignes, des jeunes honnêtes, des jeunes consciencieux, des jeunes qui sont soucieux du devenir de leur pays. La facilité aidant. Et vous savez que ça a tellement étendu ces tentacules que aujourd'hui, on peut se prévaloir ne pas forcément fréquenter, ne pas forcément aller à l'école et gagner sa vie. Et donc la tricherie est partie de la société pour s'ériger en milieu scolaire. Les enfants apprennent par imitation, par mimétisme. Et donc les jeunes voient aujourd'hui les adultes, parfois même les gouvernants, qui ne sont pas forcément honnêtes dans la gestion, dans la gouvernance de la chose publique. Et donc cela peut aussi les prendre. Et c'est malheureusement ce à quoi nous assistons. Aujourd'hui, les jeunes aiment la facilité et donc c'est la porte ouverte à la tricherie en milieu scolaire. Maintenant, pour le cas des enseignants, aborder, pour aborder le cas des enseignants, ce n'est pas forcément spontanément que cela se fait. Vous vous faites corrompre. Pardon? Vous vous faites corrompre? Non, pas moi, en tant que dit Camille Koto, mais des enseignants, comme elle a dit, des enseignants le font parce que peut-être ces enseignants ne sont pas aussi conscients de leur responsabilité en tant qu'enseignants. Vous savez, lorsque vous facilitez de cette manière la tâche à l'apprenant, vous ne l'aidez pas.
Vous ne l'aidez pas parce que tôt ou tard, ça rattrape. Lorsqu'on a accumulé des tares à l'examen, par exemple, il est impossible de s'adonner ou de faire œuvre de tricherie à l'examen. Les candidats le savent. Et quand on vous prend, la sanction, elle est ultime. Lourde. Voilà, elle est lourde. Et donc, les enseignants qui le font, c'est parfois, je peux le dire, je peux me tromper, parce qu'ils ont pitié, en griffe. Ils se disent qu'il faut quand même apporter ou pousser légèrement. Mais je pense que ça ne devrait pas être le cas. L'apprenant doit mériter les notes qui le reviennent de par ses efforts. Il ne faut pas pousser l'apprenant vers un seuil qu'il ne mérite pas en réalité, parce que comme je l'ai dit, ça se dévoile toujours au grand jour, aux examens de fin d'année. Mais vous savez, on apprend souvent qu'il y a certains apprenants dont les parents sont nantis. Ils proposent un deal à l'enseignant ou bien aux enseignants. Ils proposent de fortes sommes d'argent même aux enseignants qui leur soufflent les épreuves. Est-ce que vous pensez que cela mérite toujours d'être appelé enseignant, ou bien ils le font et puis il va se débrouiller après, ses parents sont riches, l'essentiel pour lui c'est d'avoir le diplôme, il va se débrouiller après? Cela pose trois problèmes au niveau de l'enseignant. C'est d'abord une question de formation. La déontologie du métier a un certain nombre de règles et de prescriptions que l'enseignant conscient et responsable doit pouvoir respecter. Il est interdit à tout enseignant d'aider de quelque manière que ce soit un apprenant en situation d'évaluation. Deuxièmement, le problème que cela pose, comme vous venez de le souligner, ces enseignants, aujourd'hui, il faut le dire, les enseignants ne sont pas les mieux lotis de la République. Et donc, si vous avez un salaire qui n'a l'air de rien, et que face à ce salaire, on vous propose une situation plus alléchante simplement parce que vous êtes en mesure de filer une épreuve qui doit sortir pour une évaluation, je pense que si vous n'avez pas un mental fort, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, si vous n'avez pas ancré en vous un certain seuil de responsabilité, vous pourrez basculer et accepter tout ce qu'on vous propose. Le troisième niveau, c'est malheureusement aussi les parents. Les parents qui ne sont pas regardants par rapport au travail, aux productions de leurs enfants. Et un peu trop de laisser aller, parce que, vous savez, un enfant qui propose, par exemple, à son enseignant 50 000 francs, 100 000 francs pour avoir une épreuve, ce n'est pas sorti de nulle part. Je me rappelle, j'avais interrogé une de mes élèves, une de mes apprenantes, parce que je l'ai vue avec des billets au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, bien sûr. Et je l'ai interrogée, mais comment se fait-il que tu possèdes tout cet argent? Et à elle de me répondre, voilà, c'est papa qui me l'a donné. Mais je dis, comment papa peut te donner tout cet argent-là pour venir à l'école? Papa te donne combien comme argent de petit déjeuner? Et elle me répond, non, on ne me donne pas, c'est sur la table et je prends ce que je veux. Et donc, dans ces conditions, on peut s'attendre à ces pratiques. Parce que quand l'enfant déborde de moyens, plus qu'il n'en faut, ça peut lui tourner la tête au risque ou au point de l'amener à vouloir corrompre son enseignant. Très bien. Fifamé, vous avez entendu, je sais que vous avez fréquenté un établissement où il y a beaucoup d'enfants de riches. Est-ce que vous voyez effectivement de vos camarades qui viennent avec de l'argent comme ça et qui en proposent aux enseignants? Bon, c'est monnaie courante de voir des camarades qui viennent avec des sommes importantes d'argent. Mais bon, proposer ça aux enseignants, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Après, en général, quand on fouille bien, ce ne sont pas des sommes que les parents leur ont remis. Ce sont peut-être des sommes qu'ils ont détournées aux parents. Et les parents ne s'en rendent pas compte. Et je dirais peut-être que c'est à cause du laisser-aller. Il y a des parents qui pensent que les moyens pourraient remplacer leur présence et le suivi qu'ils devraient avoir avec les enfants. Donc, il y a l'argent et papa n'est pas là. Il engage un répétiteur. Et le répétiteur, lui, il doit se débrouiller pour que l'enfant ait son diplôme ou qu'il passe en classe supérieure. Donc, peu importe les moyens, l'essentiel, c'est que papa paye. C'est généralement ce qu'on remarque.
Par contre, oui, on a souvent eu vent de professeurs qui traitent déjà les épreuves avec ceux qu'ils suivent ceux qu'ils encadrent à la maison, avant les devoirs ou les compositions. Et c'est peut-être on dira une indiscrétion, l'élève partage ça avec son groupe d'amis, ou on s'en rend compte lors de la distribution des copies. Parce qu'en général, on a l'habitude de comparer nos copies, on se rend compte que c'est un corrigé type complet en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pratiquement pas de rature, il n'y a pas d'hésitation, donc ça n'a rien de spontané. D'accord. Est-ce que déjà, en milieu scolaire, on peut affirmer aujourd'hui qu'il y a de ces apprenants-là qui ne pratiquent pas du tout la tricherie? Quand je dis du tout, c'est qu'ils ne demandent jamais, ne serait-ce qu'une petite formule, une petite précision, mais qui travaillent... Ils se servent juste de leur cerveau peut-être de la 6e en terminale ou plus. Oui, je dirais qu'il y en a encore. Il y en a des élèves qui travaillent très bien à l'école sans passer par la tricherie. Il y en a. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y a certains professeurs qui traitent les épreuves aux apprenants qu'ils encadrent à la maison. À supposer que l'apprenant consciencieux qui a pris ses leçons, qui travaille et qui se retrouve peut-être face à une épreuve qui lui donne un peu de difficulté et qui n'arrive pas à descendre toute l'épreuve, alors que l'élève pas brillant arrive à descendre l'épreuve et arrive à avoir la meilleure note de la classe. Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion sur l'élève brillant qui travaille et qui n'a pas pu avoir la bonne note? C'est une frustration surtout lorsqu'on se rend compte que celui-là qui ne travaille pas vraiment a eu une bonne note. Non pas parce qu'il a fourni des efforts, mais parce que ça... Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas comment il s'est arrangé. Peut-être on va se dire peut-être que c'est son beau jour, parce que lui-même, il ne va pas dire on m'a traité l'épreuve. On constate, comme tout le monde, qu'il a eu miraculeusement une bonne note dans la matière. Ça arrive. Bon, normalement, ça devrait être une source de motivation pour cet élève-là. Il devrait se dire, si l'autre a pu, c'est que je peux. En considérant bien évidemment que l'autre l'a eu par ses propres moyens, cette bonne note. Il devrait se dire, si l'autre a pu, c'est que je peux. Et se rendre compte que, oui, à ce niveau-là, j'ai une faille et travailler là-dessus. Donc, dans ce cas, on peut dire que la tricherie de l'autre a aidé à motiver l'apprenant consciencieux. D'accord. Monsieur Koto, partant de ce cas justement, en tant que psychopédagogue aussi peut-être, est-ce que ça ne crée pas, en dehors de frustration, est-ce que ça ne crée pas d'autres choses chez l'apprenant qui est resté honnête tout le long, pendant que peut-être celui qui triche est toujours premier par exemple? Bien évidemment, et j'allais compléter les propos de mademoiselle. C'est deux choses. Soit, comme elle a dit, celui qui était souvent premier et qui se voit ravir la vedette peut vouloir redoubler d'efforts et donc exceller davantage. Mais on peut avoir l'effet contraire. Voilà. Il peut se décourager parce que n'ayant pas consommé ou n'ayant pas accepté, n'ayant pas intégré le fait que le nul en griffe ou le moins bon de la classe vienne, voilà, on arrive à le surpasser. Et qui peut même l'embêter, le narguer. Bien sûr, parce que pour une fois, il a ravi la vedette. Et donc, les deux effets sont à envisager. Et j'allais, si vous permettez, y a-t-il des apprenants aujourd'hui qui ne trichent pas et qui réussissent honnêtement? Il y en a. Il y en a, j'en ai connu. Et pendant les évaluations, vous les observez, ils ne regardent ni à gauche, ni à droite. Dès qu'ils ont pris leurs épreuves et qu'ils ont entamé, ils ne parlent à personne jusqu'à la fin de l'heure. C'est des apprenants qu'on connaît déjà en situation de classe de par leur réaction, de par leur réactivité. Et ça, c'est un modèle d'éducation parentale ou familiale. Ça part de la maison. C'est pour cela que c'est aux parents d'inculquer certaines valeurs d'honnêteté, de franchise à leurs enfants, si bien que l'enfant qui se retrouve, l'apprenant qui se retrouve en difficulté pourrait imaginer ou s'imaginer toutes les éventualités, sauf la tricherie. J'allais aussi dire, les enseignants qui encadrent, normalement, il est interdit, il n'est pas souhaité que l'enseignant qui tient des apprenants à l'école soit en même temps
leur répétiteur à la maison. Mais si c'est l'enfant qui l'impose à son parent? Non, les enfants, en fait, on doit pouvoir les aider à réussir honnêtement. Parce que les enfants, ils ont aussi plus de 1000 tours dans leur sac. Et l'enfant le fait parce qu'il sait que demain, nous aurions à traiter des épreuves à la maison qui sortiront à l'école pendant les évaluations. Oui. Et donc, c'est pour éviter, et l'être humain étant l'être humain étant fait de chair, capable de fléchir à des moments donnés, c'est pour ne pas en arriver là qu'on souhaite dans toutes les écoles que les enseignants fassent attention à ne pas aller encadrer les apprenants qu'ils encadrent déjà à l'école dans leur domicile. C'est en fait pour éviter ces dérives-là. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un enfant qui vous propose comme coût de répétition par matière 50 000 francs ou bien 80 000 francs. Mais en fait, c'est pas... J'imagine, même à vous. D'abord, ce n'est pas l'enfant qui propose. C'est pas moi, quand les apprenants vont vers moi à l'école et me demandent, voilà, monsieur, après les premiers cours, nous avons mieux compris et je voudrais bien que vous veniez m'encadrer à la maison. La première réaction, c'est que son parent même m'appelle. L'enseignant ne devrait pas en temps normal négocier avec l'apprenant pour les cours de renforcement ou de répétition à la maison. C'est hors norme. D'accord. Donc c'est le parent qui contacte. Et il faut même exiger que tout ce qui est financier, tout ce qui touche à l'argent, soit discuté avec le parent et non avec l'apprenant. Même lorsque le parent, par exemple, en fin de mois, doit rémunérer l'enseignant qui est venu travailler à la maison, il doit éviter au maximum de transiter par son enfant pour payer ce dernier. Je pense que, en tout cas, de ma profession jusque-là, je n'ai jamais eu affaire à un apprenant directement qui m'ait sollicité pour des cours de renforcement. Et même si ça avait été le cas, je n'aurais pas accepté. Très bien. Nous allons voir rapidement avec les parents que nous avons rencontrés ici à Cotonou, ce qu'ils pensent de cette tricherie des apprenants. Et également, nous allons voir quelles peuvent être les influences de la tricherie sur les performances de l'enfant et des autres enfants en classe. Nous écoutons. On sait que la tricherie, c'est du vol. De tricher. Un enfant qui triche, voler le fonds de l'État ne lui fera rien. Donc, c'est déjà son habitude. Ouais, non. L'expérience a montré que ceux avec qui moi j'ai fréquenté, et ils ont triché, au finish là, ils n'ont plus évolué dans la vie. Nous avons besoin des hommes et des femmes honnêtes. On dit souvent que la vérité permet de progresser. Donc oui, effectivement, c'est un fléau à bannir, absolument, dans nos salles de classe, dans les établissements scolaires, et insister véritablement là-dessus auprès du personnel enseignant, mais également auprès des parents, de façon à ce qu'il puisse y avoir un relais qui se fasse, que ça ne soit pas uniquement à l'intérieur de l'établissement où le directeur ou le professeur ou l'enseignant dit oui, ben, c'est pas bon de tricher. Non, à la maison aussi, il y a un vrai travail à faire auprès des enfants, leur expliquer déjà que ce n'est pas une bonne chose de tricher ou de mentir, et ensuite de permettre à ces enfants-là aussi de leur faire comprendre que lorsque on ment ou lorsqu'on triche, on ne gagne rien et surtout qu'on ne grandit pas. Les parents ont un rôle à jouer à la maison, apprendre à leurs enfants à ne pas toucher même le bic de leurs camarades si c'est tombé. Donc de là, on peut apprendre à l'enfant à ne pas voler n'importe quoi, même une craie. Ouais, donc les parents doivent jouer leur rôle. Et un parent conscient fait déjà ça à la maison normalement. Et ça, quand les parents ne sont pas conscients, bon, ils laissent les enfants l'enfant lui-même à sa portée et il fait ce qu'il veut et puis ça rejaillit sur l'enfant. À l'école, il y a des cours qui sont donnés sur ça. L'enseignement civique. Donc, il y a des cours qui sont donnés sur ça et un enfant qui en tient compte ne cherchera pas à tricher en classe. Il y a des cours qui précisent même sur la tricherie. Et quand un enfant suit ça normalement, il n'a pas s'élever à la tricherie. Et dès qu'il sera dans la société civile, il saura que détourner, ce n'est pas bon. Ce qui crée ça, c'est que les enfants veulent de la facilité. Ils ne veulent pas faire l'effort des autres pour étudier aussi. On croit que bon, on peut faire n'importe quoi, jongler après avoir le diplôme et aller travailler.
Donc, quand ils ont le diplôme maintenant, ils sont dans la société, ils cherchent à jongler aussi, à prendre l'argent qui ne leur appartient pas, et c'est le détournement après. Voilà les réactions des parents que vous avez suivies d'ailleurs. Beaucoup pensent que c'est la leçon que les parents, le pli que les parents donnent aux enfants qui se répercute en milieu scolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir le problème? Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord parce que l'éducation, ça commence d'abord à la maison. C'est d'abord les parents qui, premièrement, sont des exemples pour les enfants et ensuite qui leur inculquent des valeurs de telle sorte qu'ils n'aient même pas à penser à tricher pour parvenir à leur fin. Donc, si à la maison, papa, dès la base, lorsque l'enfant, il cache un moment derrière son dos, il fait des trucs du genre. Si papa lui refuse ça très sévèrement, en grandissant, il aura à l'esprit que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Oui, mais parfois, on est embobiné par les amis. Lorsque vous êtes dans un groupe d'amis et que c'est cela la pratique, vous aussi, vous aurez tendance à le faire, bien que vos parents vous l'interdisent à la maison. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes exclu de ce groupe de camarades. Et on dit même qu'il y a des groupes de gros tricheurs qui se forment dans les écoles et dans les classes. C'est vrai, c'est vrai. Là encore, je pense que si c'était moi, je préférerais ne pas faire partie de ce groupe. Parce que je pense que dans l'éducation que les parents donnent aux enfants, il doit y avoir aussi cette partie la résistance. Le fait de résister à la pression des camarades lorsque cette pression n'augure rien de bon à l'avenir. On sait tous que la tricherie, même si ce n'est pas forcément immédiat, ça a des conséquences très graves. Donc je pense que si je devais avoir des camarades qui me poussent à tricher, non, ce n'est pas la peine. D'accord. Monsieur Cotton, vous avez également écouté les réactions. Beaucoup de propositions étaient faites surtout aux parents. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Comme elle a dit, l'éducation, c'est d'abord la famille, le foyer nucléaire, qui doit imprimer le rythme ou la tendance d'une bonne éducation, d'une éducation bien assise. Et quand la différence se constate au niveau parental, au niveau familial, cela pose un problème au niveau scolaire. Les parents sont en amont et en aval du processus éducatif de leurs enfants. Malheureusement, il y en a qui ne le savent pas assez aujourd'hui. Nous disons, ou nous nous plaignons souvent aujourd'hui du manque de suivi des parents parce que justement, il y en a qui doivent forcément courir pour le gagne-pain, qui doivent courir. Et les moyens là qu'ils rassemblent, c'est toujours pour leurs enfants, pour leur progéniture. Donc en fait, parfois, on se retrouve entre le marteau et l'enclume voulant juger les parents. Mais je pense que ce que nous avons de plus cher, ce sont nos enfants. Et vu que c'est un investissement d'envoyer un enfant à l'école, le parent ou tout parent conscient, responsable, doit rechercher ce retour sur investissement. Sinon, c'est peine perdue. Ce serait peine perdue de scolariser les enfants. Et donc, les parents doivent être aux antipodes du processus. Je ne dirais pas que les parents sont totalement fautifs, parce que comme M. Akouaï nous l'a notifié, vous savez, en dehors de la maison, l'apprenant entre en contact non seulement avec ses camarades à l'école, mais la société aussi pourrait agir sur lui. Nous avons 3 types d'éducation: l'éducation familiale, l'éducation scolaire et l'éducation de la rue ou de la société, qu'on appelle communément celle de la société. Et donc, dans ce carcan, l'enfant qui a été bien éduqué à la maison peut dévier, et comme elle a dit, si la résistance n'était pas possible. Et donc, il faut former les enfants non seulement à ce qu'ils soient détenteurs des valeurs de dignité, de morale. Et je pense qu'un parent, parmi les intervenants, a évoqué l'aspect éducation civique et morale dans les établissements aujourd'hui. Oui. Malheureusement, il se fait que dans nos curricula de formation, cela n'existe pas. Au primaire, c'est vrai, ça s'enseigne.
Mais au secondaire, il n'y a que les écoles confessionnelles qui continuent aujourd'hui de parler d'éducation civique et morale. Et nous trouvons déjà que c'est un problème parce que si nous continuons d'évoluer ainsi, il faut le dire, aujourd'hui, l'école béninoise s'occupe de l'enseignement et non de l'éducation. D'accord. On transmet plus de valeurs, des connaissances que l'on éduque. D'accord. Nous allons établir la liaison avec notre inspecteur pédagogue au téléphone, Eugène Bédéji. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la tricherie en milieu scolaire. Est-ce que c'est une menace pour l'excellence? De plus en plus, on remarque que des élèves, au lieu de travailler, préfèrent tricher pour avoir de bonnes notes, pour passer en classe supérieure. Comment expliquez-vous cette multiplicité de tricheurs aujourd'hui dans les établissements scolaires? Bon, je crois que les causes en sont multiples. Et c'est d'abord l'absence, ou bien plutôt l'insuffisance de modèles, de bons exemples donnés par l'adulte. Il y a un pédagogue qui s'appelle Lev Vygotsky, le père du socio-constructivisme. Il dit qu'en fait, contrairement à Jean Piaget, lui, il soutient que l'adulte exerce une influence éminemment et décisive dans la formation des jeunes d'esprit. Puisque l'enfant va trouver à la maison les parents, ce sont des adultes. Il va trouver à l'école des parents, il va trouver à l'école des maîtres, ce sont encore des adultes. Et dans la rue, il aura ses amis. Mais si l'adulte est un bon modèle, offre ce qu'on appelle en pédagogie des figures identificatoires correctes, ça sera décisif dans sa formation, dans son éducation. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'effritement des valeurs morales. L'adulte aujourd'hui n'est plus forcément la lumière, le guide ou la boussole. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Si les maîtres à l'école ne se comportent pas bien, si les professeurs dans nos établissements secondaires prennent des libertés vis-à-vis de la droiture, de la probité, et foutent le bazar, permettez le terme, quand c'est comme ça, quand à la maison les parents démissionnent, et que l'enfant a le droit de faire ce qu'il veut parce qu'il voit l'adulte non plus comme le gouvernail, mais comme, disons, même un délinquant. Et il y a aussi les médias. Ah oui, les médias aussi. Mais regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Un président qui refuse de respecter des lois multiséculaires, des lois de démocratie. Les États-Unis, quand même, c'est quand même une démocratie multiséculaire. Mais force est restée à la loi. Mais vous savez, vous parlez tout à l'heure du modèle que beaucoup de parents, que l'adulte ne représente plus aujourd'hui pour les enfants. Mais vous savez, il y a des parents qui sont des modèles et pourtant leurs enfants, à cause des amis qu'ils ont, deviennent de grands tricheurs. Est-ce que là, ce n'est pas la responsabilité des éducateurs que vous êtes qui est mise en jeu? Pas seulement. On doit agir dans une synergie d'énergie constructive. Non seulement à la maison, à l'école, mais également les médias. Si les enfants peuvent regarder la télé, voir n'importe quoi, ce n'est pas bien. Parce que ce qu'ils voient aujourd'hui sur leur smartphone, c'est souvent des pages pornographiques, excusez du peu. Tout cela fait que l'éducation dérape. D'accord. C'est vrai, les éducateurs sont chargés à l'école d'éduquer l'enfant, mais ils sont avec l'enfant combien de temps? Peut-être 6 heures par jour. Et les parents, ils sont à la maison et les 18 heures restantes. Il y a 24 heures dans une journée. Est-ce que vous voyez? Il faut également que les médias... Vous voyez, moi, je ne suis pas pour les télénovelas parce que qu'est-ce qu'on y voit?
des tricheurs. C'est une lutte féroce pour posséder un empire, l'argent. Oui. Hein? Et quand vous voyez les titres même de le cercle de feu, la beauté du diable, le diable est beau, mais tout cela exerce une influence négative sur la formation des enfants. Il faudrait que l'État mette des balises, vraiment des balises sérieuses pour réglementer, pour brider l'élan vers le mal. Le mal qui court, hein, sans frontières. Merci beaucoup, monsieur. On vous a compris. Hein. Il faut que les parents, les éducateurs jouent leur rôle pour que les enfants se remettent. Politiques aussi. Les décideurs politiques. D'accord. Oui. Qu'ils prennent les lois et surtout qu'on les applique. D'accord. Il y a eu dans ce pays l'annulation de concours frauduleux, où tout le monde savait que c'était frauduleux. Voilà des mesures comme ça qui sont des électrochocs. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Il le faut. Parce que comme on le dit toujours, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Tout à fait. Une dernière question pour vous laisser partir. Hein. Quelles peuvent être à long terme les conséquences de la tricherie en milieu scolaire? C'est une société en crise. C'est la famille en crise. C'est l'Église elle-même qui est en perte de vitesse. C'est... Bon, chacun fout le bazar et puis on a la société qu'on a. Comme on fait son lit, on se couche. D'accord. Les jeunes sont la jeunesse en perte de repères moraux. Parce que nous ne lui offrons pas de bons exemples, de bons modèles. D'accord. Merci. Parce que les lois ne sont pas appliquées. Parce qu'il y a un divorce saisissant entre principe et pratique. Merci beaucoup, Monsieur Eugène Gbededji. Je rappelle que vous êtes inspecteur et pédagogue. Vous étiez au téléphone. Merci et très bonne journée à vous. C'est moi. Voilà des apports très intéressants, hein, Monsieur Koto, justement. Comment vous avez écouté l'inspecteur pédagogue? Comment est-ce qu'on peut démanteler ces réseaux de tricherie et en venir à bout? Merci. Je pense que nous l'avons dit de plusieurs manières déjà, c'est d'abord l'éducation. Je voudrais dire, dans les séminaires, là où on forme les prêtres, les gens composent sans surveillant de salle. Les gens composent parfois et bien souvent sans aucun surveillant de salle et pourtant aucune tricherie. Vous êtes certain? Comment en est... Bien sûr, j'en ai la preuve. Vous avez été... Quelle question. D'accord, on a compris. J'ai des amis, des collègues et des frères prêtres. D'accord. Donc il arrive qu'on les fasse composer sans aucun surveillant et pas la moindre tricherie, pas même une seule tentative de tricherie. Et je me demande comment en est-on arrivé là. C'est l'éducation. Il faut façonner l'être de façon à le rendre tellement responsable, tellement conscient de ce qu'il a à faire, que même, comme l'inspecteur l'a dit, même sans le gendarme derrière, il soit sage. L'inspecteur a abordé plusieurs aspects que nous avons déjà aussi énoncés ici. Le modèle incarné par les adultes, nous en avons parlé, les enseignants, les autorités à divers niveaux, les parents. Lorsque le parent à la maison n'est pas toujours honnête, l'enfant peut copier. Et ça, c'est très rapidement que le virage intervient, oui. Il y a une façon d'encourager aussi. Hein. Des fois, l'enfant, il ne réunit pas les moyens pour passer en classe supérieure. C'est le parent qui vient négocier auprès. Et je pense que EducMaster aujourd'hui, avec les réformes au niveau de l'enseignement secondaire du gouvernement, EducMaster, c'est quand même une réforme à saluer parce que les enfants ont redoublé dans un établissement IS. On s'arrange pour falsifier un bulletin de notes dans un autre établissement pour aller les inscrire ailleurs. Je pense qu'avec EducMaster, ce problème est en train d'être définitivement résolu. Et malheureusement, tous les parents qui m'ont abordé depuis que j'ai commencé par enseigner et qui m'ont demandé de les aider à réinscrire leurs enfants qui n'avaient pas obtenu la note ou la moyenne convenable pour passer, ma réponse a été catégorique, c'est non, parce que je dis, il vaut mieux laisser l'apprenant reprendre la classe pour se renforcer,
plutôt que de vouloir par des stratagèmes l'inscrire ailleurs pour qu'il aille finalement échouer son avis intellectuel aux examens. Parce que le BEPC, le bac, ça ne pardonne pas. Quand tu n'as pas le niveau, tu ne réussis pas. Et l'inspecteur a abordé un autre point, l'influence des TIC. Cette facilité à laquelle les TIC disposent aujourd'hui les jeunes pourrait aussi justifier ce que nous remarquons. Sur votre téléphone aujourd'hui, vous avez accès à toutes les informations par rapport à toutes les matières qui s'enseignent à l'école. La preuve, un apprenant a été surpris en flagrant délit de tricherie au lycée Mathieu Bouquet cette année. Apprenant à qui on a retiré le téléphone portable, mais qui est revenu par la suite donner un coup de poing à l'enseignante qui était la surveillante de salle. Voilà autant de dérives auxquelles on peut assister lorsqu'on ne coupe pas le mal à la racine. Et l'inspecteur a parlé aussi, a évoqué l'aspect des décideurs politiques. Vous savez, je pense qu'il y a des décisions que nous devons prendre sans trop tergiverser, sans trop réfléchir. Lorsqu'il y a des situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Je veux parler là de la généralisation de l'éducation civique et morale dans les différentes écoles en République du Bénin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est seulement les écoles confessionnelles et quelques rares privés qui enseignent l'instruction civique et morale? Pourquoi pas les écoles publiques du pays? Point d'interrogation. Et moi, j'attends toujours, nous sommes restés sur notre faim après l'installation du Conseil national de l'éducation depuis déjà 1 an. En fait, il y a des urgences qu'il faut pouvoir régler pour revenir aux normes. Il y a de grands professeurs spécialistes de l'éducation qui y sont et qui nous écoutent certainement. Et ils sauront apporter leur pierre justement à la correction de tout ce que vous êtes en train de dire. Avant de passer à FIFAMEN, nous allons lire rapidement quelques messages que nous ont envoyés certains téléspectateurs. Oui, rapidement, 2 messages. Le premier nous dit « On peut parler de la petite tricherie qui consiste à écrire sur de petites feuilles, mais dans ce cas, l'enseignant doit l'empêcher de l'utiliser. Sinon, il n'est pas à la hauteur de sa tâche. L'autre, c'est vouloir se faire traiter le devoir par un ami, chercher à corrompre le surveillant ou toute autre personne pouvant lui permettre d'atteindre son objectif. C'est déplorable, mais c'est le combat des enseignants de tous les jours. » Un autre message qui nous dit « Les conséquences de la tricherie se manifestent tard en général et sont désastreuses. Échecs répétés aux examens, fonctionnaires, cadres inexpérimentés et bien d'autres. » Voilà, des messages que nous avons eus. Nous disons merci à ces téléspectateurs qui nous envoient leurs messages. Alors, FIFAMEN Ganlono, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éradiquer la tricherie? Je sais que dans certains établissements confessionnels, par exemple, lors des devoirs, on mélange les classes. Une classe de 6e peut composer avec une classe de la 4e ou bien de la 3e. Est-ce que c'est une méthode efficace pour enrayer la tricherie en milieu scolaire? Oui, c'est une méthode efficace, je pense bien, mais avec ses revers aussi. Ah bon? Oui. Dites-moi. On a eu à faire l'expérience lorsque j'étais au secondaire. Oui. Dans le sens de l'apprenant qui est en 6e, qui compose à côté d'un apprenant qui est en 4e. Celui-là ne peut pas aider celui qui est en 4e, mais celui qui est en 4e peut bien l'aider. Bien sûr. Donc la tricherie est toujours là. Ouais. Il y a aussi que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que peut-être la masse horaire de composition n'est pas la même pour les 2 classes et on ne peut pas aisément distinguer quel élève est en telle salle et dans une autre. Les élèves peuvent s'échanger les copies pour que l'autre l'aide et tout. C'est difficile pour le surveillant après de peut-être rassembler les copies, les classer et tout. Il y a tout ça qui fait que, je pense, cette méthode n'a pas été poursuivie lorsque j'étais au secondaire. C'était assez embrouillant. C'est ça. Mais toutefois, je pense que c'est quand même une bonne idée parce que chaque fois que ça venait, c'était juste au hasard. C'est le lundi matin lors de la composition que vous l'apprenez. Donc peut-être le fait de... les petites prévisions de tu t'assois à côté de moi parce que les élèves, ils ont cette idée où ils subdivisent le cours pour l'apprendre.
tel apprend une partie pour aider l'autre, tel apprend une partie pour aider l'autre. Et ils se disent, on s'assoit côte à côte. Mais si le lundi matin, ton camarade n'est pas à côté de toi, ça déstabilise. Voilà. Et parfois, ça le fait prendre conscience. Et ils font appel à leur mémoire, cette mémoire-là de quand est-ce que le cours a été déroulé pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc, je pense que c'est une possibilité pour éradiquer la tricherie. Très bien. Et pour votre mot de fin, vous diriez quoi, FIFA Megalona? Bon, je dirais à mes frères et sœurs qui sont toujours au secondaire que la tricherie, c'est pas bon. C'est pas bon. L'effet immédiat est satisfaisant, mais à la longue, c'est très... On ne peut pas limiter les dégâts. Et aussi, la tricherie, ça rend sournois et très malhonnête. Une fois que tu as commencé et que tu as des retours positifs, tu as du mal à t'en passer. Ça rend paresseux. Ça n'aide pas. Aux examens aussi, il n'est pas aisé de tricher. Je dirais également, petit conseil aux parents, d'aider les enfants, de vraiment les encadrer. C'est aux parents de remarquer les failles de l'enfant et de décider du répétiteur qui est approprié. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. Les enfants ont vraiment besoin des parents dans leur cursus scolaire parce qu'il y a quelques dérives qui sont justes. SOS aux parents. Franchement, j'ai besoin d'attention. C'est un peu ça. Donc, je pense que l'honnêteté, c'est beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup, FIFA. Et Monsieur Koto, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Merci. Bossuet, Fabry diront si la terre n'était pas travaillée, ne produirait rien. De même, si mon intelligence n'était pas cultivée par l'étude, elle resterait stérile. Et je pense que c'est d'abord une question de responsabilité individuelle au niveau des apprenants inscrits à l'école. Un des intervenants dans le micro-trottoir a abordé l'aspect incompétence des cadres qui nous gouverneront demain. Et c'est vraiment un problème. Ça commence à la base. Nous avons eu vent des derniers concours des auditeurs de justice en République du Bénin annulés pour fraude au cours de ces concours-là. Donc, vous voyez, le mal est profond. Le mal est profond. Et ce que nous recommandons, pour finir, c'est d'abord la multiplication des évaluations, par exemple, en situation de classe, parce que les apprenants trichent, parce qu'ils ne sont pas bien préparés, ils n'ont pas la maîtrise du cours, et appeler aussi les enseignants à être compétents en dispensant les cours, parce que si l'enseignant fait bien son cours et que l'apprenant a compris, il n'y a pas de raison que ce dernier ne s'en sorte pas. L'éducation à l'honnêteté, à la citoyenneté, l'éducation civique, l'éducation morale, voilà autant de vœux, de valeurs, on peut le dire, que nous aurions souhaité qu'on fasse revenir dans les curricula de formation. Et il faut que véritablement les parents jouent leur rôle en amont et en aval dans le processus, parce que si vous laissez vos enfants devenir des tricheurs demain, ça vous retombera là-dessus, ce qu'on ne souhaiterait pas. Merci beaucoup, Eddy Camille Koto. Vous êtes enseignant psychopédagogue également. Merci beaucoup. Nous allons marquer, Jennifer, une pause, le temps de raccompagner nos invités. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Bénin, miroir de l'Afrique, retour en plateau, mesdames et messieurs. Jennifer Sativi, nous allons enchaîner avec Us et coutumes. Et comme nous étions en milieu women, nous allons continuer donc pour parler aujourd'hui de la pêche traditionnelle, justement dans les étangs. Vous savez, ça a une valeur culturelle chez les Women. Nous allons voir quelle est cette valeur de la pêche artisanale chez les Women. C'est dans Us et coutumes.
y a deux formes de pêche en réalité. Il y a la pêche dans le fleuve quand il y a l'inondation. Les gens vont pêcher normalement. Mais il y a une autre pêche qui se fait à contre-saison. Quand il y a la décrue et que l'inondation a disparu et que le fleuve Gomé a retrouvé son cours, les gens, de manière traditionnelle, ont créé des étangs dans la vallée même, dans le plus bas fond de la vallée. À chaque endroit où il y a les étangs, les poissons se retrouvent là. Et puis on les laisse. On les laisse durant environ 5 mois. C'est souvent à partir d'avril et à mai qu'on commence pas à aller maintenant pêcher dans ces étangs traditionnels. Premièrement, on désherbe d'abord. On enlève tout ce qui est résidu des herbes dedans. Et il y a plusieurs techniques. Il y a une technique qui consiste à prendre des filets et à passer dedans comme on le fait dans les cours d'eau normalement. Il y a une technique il y a un nas qu'on appelle où il y a des pêcheurs avec la main nue. C'est une activité quand même passionnante avec toute une histoire, des subtilités derrière. Mais c'est comme ça que ça se fait. C'est pas que vous venez vous-même, on ne pêche jamais dans son étang traditionnel seul. Il faut inviter les gens. Et quand vous invitez, ils travaillent comme normalement vous les nourrissez à la fin. Ils ne prennent pas de l'argent. Là, il n'y a pas de l'argent qu'on prend. C'est les poissons qu'on partage aux gens. C'est une activité économique, hautement économique. Parce qu'on peut faire la pêche dans un étang et vendre pour des centaines de mille. Ça dépend de la longueur, ça dépend aussi de la moisson, je dirais même du développement des poissons dans l'étang. Il y a des femmes que j'en connais, très rares quand même, qui ont cette activité, qui vont pêcher, mais la plupart du temps, quand c'est la pêche organisée et par les propriétaires, c'est toujours les hommes qui le font la plupart du temps. Les femmes viennent seulement les soirs pour acheter les poissons ou bien aider les hommes à emporter les poissons à la maison. À la fin, il choisit, il y a une partie, il peut prendre le 3/4 pour lui et l'autre partie, il partage ça à tous ceux qui ont travaillé dans les temps. C'est quelque chose qui se fait, c'est tellement fascinant parce qu'on aligne les poissons. Si vous êtes 10, lui il a déjà pris la part qui est pour lui, c'est peut-être 3/4 souvent qui est pour lui. Il y a le quart qui reste et si vous êtes 10, vous alignez 10 là. Et il prend les poissons avec ses yeux, il regarde la grosseur et il les aligne. Il les aligne jusqu'à ce que les poissons finissent. Chacun a sa part. Il y a des gens qui sont subtils. Lors de la pêche normale avec le propriétaire, il y a souvent les poissons creusent des trous. Il y a des gens qui ont des poissons qui mettent ça dans les trous et qui les ferment à l'intérieur. Et quand on a fini tout, le gars revient maintenant, il rentre dans, il fait comme s'il pêche des poissons normaux. Alors qu'il avait déjà pêché le poisson là depuis, il l'avait mis dans un trou là. Et cette activité tend de plus en plus à disparaître en pays, parce que les étangs se comblent. Avec l'eau de ruissellement, les étangs disparaissent. Par exemple, quand moi, dans mon village, à Zoli, nos étangs qui étaient là ont pratiquement disparu aujourd'hui. Et on se comblait, l'eau de ruissellement a tout emporté. Ça fait que difficilement aujourd'hui, en pays où mais dans la vallée de l'Oué, on trouve encore du poisson en temps de décrue. Alors qu'avant, il y avait du poisson à tout moment. Soit les gens allaient avec les hameçons et consorts pour pêcher quand on n'est pas encore prêt à faire la pêche normale ou bien. Mais aujourd'hui, les étangs disparaissent et je pense que c'est une problématique que les autorités locales devront résoudre, sinon, c'est pas bon. Oui, c'était tellement intéressant, vous avez suivi lorsque... il a dit, on peut pêcher des tonnes de poissons dans les étangs, ça dépend de la longueur de l'étang. Et lorsqu'on veut le faire, on se fait accompagner des gens
qui vous aident et lorsque c'est fait, vous partagez le poisson avec ceux qui vous ont justement aidé à l'avoir. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, cette pêche et le partage? Je n'ai pas, à vrai dire, je n'ai pas expérimenté la pêche, mais c'est une autre forme de partage quand j'étais vraiment plus jeune. Nous sommes curieux de savoir. Je suivais de certains grands frères, on allait à la chasse et quand on tuait les animaux et au retour, on faisait le partage et puis ils m'en donnaient une partie. Mais ça, c'est sûrement pas culturel. Ça, c'était pour se défouler. Oui, justement, ça fait partie de ce que nous avons fait dans notre enfance. Mais ici, chez les Wemeno, c'est culturel. Vous ne mangez pas seul. Vous partagez avec ceux qui vous ont aidé à faire la pêche. Et c'est très beau, tout simplement. C'est ce qu'il y a de beau dans l'histoire, justement. Oui. Alors, après us et coutumes, nous allons rester en milieu Wemé pour découvrir le prénom africain. C'est avec Anis Pépé depuis quelques jours. Nous sommes avec lui, cet artiste qui nous fait découvrir la beauté de certains prénoms de sa localité. C'est la patience. En plusieurs langues de notre pays, cela s'appelle sourd. En Yoruba, en Fon, en Goun, en tout ça. C'est sourd, tout le monde dit. Celui qui garde la patience en toutes circonstances voit toujours le bout du tunnel. Ce prénom, on le donne avec la bénédiction de Dieu, de l'Esprit Saint. On vous demande de vous calmer. Non, ne dites rien, tenez-vous tranquille. Vous savez que ce n'est pas vous qui avez fait ce qu'on vous reproche ou ce de quoi on vous soupçonne. Gardez votre calme, on verra le bout du tunnel. Vous verrez que la vérité là va finir par triompher. Celui qui a fait ce pourquoi on vous avait accusé va se dénoncer lui-même ou quelqu'un d'autre va constater que c'est lui qui l'avait fait et on viendra vous présenter des excuses. C'est un prénom maître de l'univers. Prénom maître de l'univers en ce sens que la patience est le chemin d'or, dit-on. Ne vous prenez pas comme roi ou comme reine. Acceptez les excuses de ces derniers parce que ce n'est pas vous qui avez fait que vous avez triomphé, mais c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui s'est manifesté. Voilà. Nous avons pu voir, on est allé à la découverte du prénom Sourou. Comme il le dit, la patience est un chemin d'or. Sourou, ça veut dire patience. Voilà, patience. Il faut avoir la patience, quelle que soit la situation. Ne jamais réagir sous un coup de tête. Il faut toujours mûrir ses actions, ses dires. Il faut avoir la patience. Et comme il le dit, c'est un prénom maître de l'univers. Et justement, il a mis l'accent là-dessus aussi. Sourou, c'est non seulement en Wemé, mais également dans plusieurs langues du Bénin. Donc, c'est un prénom qui se retrouve un peu partout et un prénom, comme il l'a dit, assez important. Oui, tout à fait. Et il y a même ce grand autre artiste, Sabon Danialo, qui a chanté Sourou. Tout à fait. Merci beaucoup à Anis Pépé. Après donc le prénom africain Jennifer Sativi, nous allons passer à la capture, puisque nous sommes mardi. Aujourd'hui. Vous nous emmenez dans les assiettes, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vous fais une proposition du repas que vous allez manger tout à l'heure à midi. Non, vous avez bien dit. Le repas que vous allez m'offrir tout à l'heure à midi. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce qui est si, on va le découvrir. Et si vous me l'offrez, je suis partante. Vous voyez la femme. D'accord, nous allons découvrir ensemble. Peut-être qu'un téléspectateur va nous appeler, nous l'offrir, pourquoi pas. Oui, nous allons rapidement découvrir le mets. Qu'est-ce que vous voyez, Roch? Je vois du amala.
très bien avec... Ça, non? Oui, c'est bien du amala, vous avez très bien vu. C'est la pâte faite à base du cossette d'igname, tout à fait. D'accord. Accompagnée d'une sauce gluante. Oui. Bon, la sauce de... Gombo. C'est gombo? Oui, c'est gombo. C'est vrai que ça a été un peu mélangé au crin-crin, mais c'est essentiellement du gombo. Vous voyez, il y a un peu... Gombo et crin-crin. Voilà. Et puis je vois là à côté, c'est une peau de vache. Peau de bœuf, oui, justement, qu'on appelle maman. Il y a un peu de... Il y a des... Je vois du piment. Hein. Oui, il y a du piment, parce que vous savez, il faut que ce soit quand même piquant, il faut que ce soit épicé. Le piment batakin. Batakin, tout à fait. Ça. Ah oui, hein, quand même. Oui. Ah, je vois... les crevettes? Une pince de crabe. Oui. Ouais. Et il y a aussi des crevettes là-dedans. Le réalisateur, il est tellement content. Il faut disséquer tout ça. Merci, hein, Ange. En tout cas. Vous aimez bien ça. Ça donne l'eau à la bouche, hein, Roch. Tout de suite, on a envie de manger. Avec du poisson aussi. Hein, oui, il y a du poisson. Qui est en haut, là. Donc, c'est une sauce tendant, un peu comme on dit, quoi. Oui. C'est bien garni. Oui. Et vous savez, sauce gluante avec cette forme de pâte-là, la pâte de amala, c'est direct. Dites-moi. C'est sans frein. Je suis bien d'accord. Ça va directement. Merci beaucoup, hein, merci à vous. Oui, le rendez-vous est pris pour tout à l'heure. En tout cas, moi, je salive déjà. Hein. C'est une belle image. Vous allez me l'offrir et après, je vous l'offre. Puisque c'est moi qui ai proposé, vous commencez. D'accord, merci beaucoup Jennifer Sachivi. Alors, après la capture, nous allons passer à l'astuce du jour. Oui, nous sommes mardi. Vous en avez beaucoup dans votre gibecière. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez comme astuce? Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut lutter contre les vergetures. Vous vous souvenez un peu? Hier, notre capture a montré... Franchement, le corps de cette femme vraiment... Complètement... lacéré ou je tout ne à sais fait. pas. Tout à fait. L'animal... Le zèbre. Le zèbre. C'est un corps zébré. En tout cas, bon, vous savez, c'est vrai que l'image qu'on a eue hier, c'était suite à une dépigmentation, mais parfois les vergetures viennent après un accouchement, après une prise de poids ou après une perte de poids. Donc, il y a quand même des... Ceux-là sont excusables. Oui, tout à fait. Il y a quand même des astuces pour les atténuer. Nous allons commencer déjà par l'avocat. L'avocat qui est un allié imparable anti-vergeture. C'est une formule simple. L'avocat? L'avocat. Ce que nous mangeons avec du pain. Exactement. Hein? Vous prenez un avocat 100 francs, parfois 50 francs, et puis vous... Mais c'est qu'il faut, il faut persévérer. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, il faut un avocat mûr déjà qui suffit à combattre efficacement les vergetures. Vous la réduisez en purée à l'aide d'une spatule ou d'une fourchette. Ajoutez-y une cuillère à soupe de jus de citron ou une autre cuillère à soupe de miel, ou parfois les deux si vous voulez. Vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Vous disposez le tout sur ces stries-là, ces stries que vous voyez, voilà. Tout à fait. Donc, vous les massez, vous massez la partie durant 5 minutes environ et vous laissez agir durant un quart d'heure. 5 minutes de massage, voilà un peu le mélange que vous voyez là, justement, 5 minutes de massage à respecter et laisser agir un quart d'heure, c'est-à-dire 15 minutes environ. Et l'opération est à réitérer 2 ou 3 fois par semaine et durant 2 mois, Roch, vous êtes sûr d'avoir un bon résultat. Wow. Oui, et oui, c'est 2 mois seulement. 2 mois seulement. Vous savez, ces vergetures-là disparaissent. Disparaissent en tout cas suffisamment. C'est vrai que ça peut revenir, on ne sait jamais, mais très vite ça repart quand vous avez l'avocat associé au miel et au citron. Donc, une autre astuce, c'est la pomme de terre qui est déjà connue pour sa régénération cellulaire. Donc, la pomme de terre, on peut en prendre l'eau, justement, extraire l'eau de la pomme de terre, la récolter et l'appliquer sur les zones du corps concernées, laisser sécher naturellement et rincer à l'eau froide pour des résultats rapidement visibles, 1 mois environ. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué, mais il faut justement aussi de la persévérance et répéter l'opération tous les jours, matin et soir. Nous avons également la carotte. Nous avons la carotte qui vient qui est passée tout de suite là. Oui, nous avons justement utilisé la purée de carottes que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, justement, il faut laisser cuire cette carotte là à la vapeur et la transformer en purée. Une
fois qu'elle est tendre, l'appliquer directement sur les zones concernées et surtout lorsque c'est encore tiède. Surtout, attention à ne pas se brûler. Voilà, merci beaucoup à la réalisation. Voilà, la pâte, elle est conservée de cette façon-là. On la garde. Il faut que ce soit chaud, sinon ça ne fait rien. Voilà, donc patience et ne vous laissez pas brûler surtout. Ensuite, vous rincez et puis c'est réglé. Nous avons pour finir maintenant les huiles essentielles. Huile de coco, huile d'amande, ce que vous voulez, mais juste vous hydratez la peau et vous la tonifiez parce que les huiles ont beaucoup de vertus, vous voyez. Donc, vous pouvez faire des mélanges aussi, amandes et coco, comme je l'ai dit, vous mélangez à pas égal. 2 à 3 fois par semaine, vous massez de manière circulaire les zones touchées durant une quinzaine de minutes. Là, je ne dis... De manière circulaire. Exactement. Les zones touchées, comme ça, d'accord. Oui. Vous voulez expérimenter certainement. Non, c'est bon déjà. Bon, j'en ai pas, j'ai pas de verre. Oui, et voilà, vous n'avez pas un proche à qui vous allez... Mais je vais le conseiller. On ne sait jamais. À des gens qui en souffrent. Merci beaucoup, Jennifer Satili. Merci à vous. Au nom des téléspectateurs à qui ces astuces feront du bien, je vous dis merci. Merci, tout le plaisir est pour moi. D'accord. Nous avons le plaisir, on est... Gâtés aujourd'hui. Hein? Oui. Un humoriste, aujourd'hui, on est gâtés. On a eu un humoriste en ouverture et enfin, on a un autre. Ils sont de la même école en plus. En effet. Ils nous l'ont soufflé. Ils nous l'ont soufflé. Lui, c'est Julo Bébé. Tout à fait. Julo Bébé, il a dit que c'est sur les bancs de l'école qu'on lui a donné ce prénom parce qu'il ne s'assoyait jamais s'asseoir à côté d'un garçon. C'est terrible. Oui. Exactement. Il s'assoit toujours à côté des femmes. C'est pour avoir plus d'influence sur elles. Exactement. Après, vous faites de la tricherie aussi. Vous dites, c'est de ça. Ouais, exactement. C'est ça. Alors, vous avouez avoir triché. J'ai été victime de ça. Vous avez été victime de la tricherie. Voilà. Donc, merci, vous êtes là. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de la tricherie. Savez-vous que le vrai tricheur fait partie aussi des enseignants? Ou bien? Ah bon? C'est tombé. Racontez-nous un peu comment ils font. Oui, un enseignant, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur le plateau, encore répétiteur de la vie à la maison. Pour les devoirs, il essaie de manager la fille, tout ça. Mais nous, dans la salle, à un moment donné, on était dépassés de leur méthode, de leur comportement. Tout. Bon, en devoir, on donne, c'est pas tout le monde qui baisse la tête. Hein. Si jamais vous êtes en classe et que vous voyez un élève seul, en train de transpirer, seul, vous donnez devoir en train de transpirer, c'est ce que celui-là. Il triche. Il y a quelque chose qui va, il cherche les astuces pour pouvoir glisser. Et de là, on était là, bon, les copies ont été distribuées. La fille en question baissait la tête, elle commence pas à écrire. Mais ce n'est pas pour la première fois, elle a l'habitude de faire ça, mais pour décourager le professeur, nous nous sommes levés, arraché la copie en même temps. Et c'est là on l'a bloqué en mettant face. Elle ne peut plus évoluer, elle est revenue derrière. Bon, mon histoire de ce matin, c'est concernant le mangeur du chien. Le mangeur de chien. C'est vous? Non. Il a tellement soif de ça. S'il ne trouve pas, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Bon, un jour, ça s'est produit un verre dans mon village, dans le Mono. Il y a un chien qui a été tué par un véhicule. Oui. Donc le mangeur... Le chien, il faisait quoi sur la route? Non, il passait et puis donc, le véhicule là. Sa place n'est pas là sur la route. Non. Donc, le mangeur le chien est en infraction. Oui, exactement. Aussitôt, quand il part le véhicule, il y a le mangeur à côté qui a su en même temps qu'il y a eu quelque chose à côté. La nourriture. Il y a la nourriture. C'est comme ça, il s'est rapproché du lieu, il s'est rapproché. Les gens étaient rassemblés, donc le chien de qui on ne sait pas. Et de là, il vient, il commence par se lamenter. Oh, Pipo. Pipo, tu cherches quoi? C'est depuis le matin que je te cherchais. Et comment se fait-il que tu t'es retrouvé ici seul? Alors qu'il ne connaît pas le chien. Il n'est même pas le propriétaire du chien. Ah bon? Oui. Il n'est même pas le propriétaire du chien. Non. Pipo, depuis le matin. Oui. Et je te cherchais. Qu'as-tu en fait?
Viens, on va rentrer. C'est comme ça, il a cherché ça. Le chien dedans. Il est parti. Donc, il était là, la bouche ouverte, regarde, je vais emporter le chien. Mais il a emporté le chien peut-être pour débarrasser la voix du chien. Un mangeur de chien qui prend un chien comme ça. C'est son habitude. Merci beaucoup. Julo bébé. Merci Julo bébé. En tout cas, faites comme vous avez dit qu'il est dans votre village. J'espère que vous protégez bien vous. Il fait partie d'un tricheur aussi. Ah bon, c'est beaucoup. Il a triché là. Il a triché là. Oui, parce que le chien n'est pas pour lui. Exactement. Bon, j'ai un conseil aussi à donner à tous ceux qui, si vous avez un enfant, qui est souvent turbulent là. Sachez qu'il y a le virus de la tricherie qui s'insère déjà. Oui, c'est vérifié. Ah bon? Oui, on a mené tout ça là, on a vérifié tout ça là au laboratoire. C'est vérifié. D'accord, mais c'est pas évident. Merci beaucoup, Julo bébé. Vous ne partez pas. Vous savez danser du zeli? Bon. Non, je sais que vous essayez certainement que vous dansez, mais cette fois-ci, le zeli n'est pas très loin du Agbadja. Non. C'est toujours le même les mouvements de bras et des épaules. Avec notre réalisateur Ange Niquez Dorego qui veille vraiment au gré. Nous allons voir très rapidement le zeli que nous chante justement Lady J, qui nous invite à danser sur cette belle musique. Daboumé, n'est-ce pas? Oui, une très belle musique.
Merci beaucoup. Nous avons beaucoup dansé dans ce studio. J'espère que de votre côté aussi, vous avez bien dansé. Nous avons surtout reçu des coups. Oui, entre-temps, notre humoriste nous a fui. Oui, voilà, Giro Bébé, il a fui parce qu'il ne pouvait pas danser. Mais nous, on est restés là. Merci beaucoup. Nous disons merci à toute l'équipe de réalisation, comme je vous le disais, conduite aujourd'hui encore par Ange Nicaise Dorego. Et puis derrière la caméra, c'était Jules Akwaïkou que vous avez vu tout à l'heure au son Arnaud Tosset. Voilà, notre chef l'infographie, comme d'habitude, depuis un moment, Robles à vous au camp. Tout à fait. Et puis nos chefs d'édition, Heureuse Danandé. Assisté aujourd'hui peut-être de Yasmine Damata. Oh là là, ils sont nombreux. Nous leur disons merci. Merci pour tout le monde. On se retrouve demain pour notre numéro, toujours avec le même plaisir. Dansez du Zéli, mesdames et messieurs. Vanité des vanités.